Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 11e lundi quantique. On approche bientôt on approche du 12e rendez-vous qu'on a tous ensemble et donc de la 12e heure de conférence menée dans le cadre de ce cycle qui est donc, je le rappelle, un cycle pluridisciplinaire qui accueille chaque mois euh, une personne qui travaille soit en sciences dures, soit en sciences sociales, autour d'un enjeu, d'une question en lien avec les technologies quantiques. Et donc sont déjà intervenus des physiciens, des juristes, des philosophes, et interviendront bientôt aussi un mathématicien, et j'en passe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Arnaud de Véliz, qui est doctorant en philosophie à l'Université de Grenoble et à l'Université de Sherbrooke au Québec. Et donc après un lundi quantique qui était consacré à l'esthétique des ordinateurs, de l'ordinateur quantique, eh bien aujourd'hui tu viens nous parler, cher Arnaud, d'évaluation et régulation éthique de l'ordinateur quantique, un problème épistémologique. Et c'est une conférence que j'attendais de mon côté avec impatience parce que je suis certain que tu vas nous donner des balises, des bornes pour réfléchir à la notion d'évaluation et de l'ordinateur quantique. Et puis, je suis aussi curieux de connaître ton point de vue sur le terme régulation qui, en droit, a plusieurs significations qui sont d'ailleurs parfois pas toutes compatibles entre elles. C'est une notion qui vient plutôt la régulation en tout cas en France, des études de droit économique. Mais il y a plusieurs manières de voir de concevoir la notion de régulation en droit, et donc j'ai hâte d'avoir ton point de vue aussi du côté philosophique. Alors sans plus tarder, je rappelle que donc, cette conférence est filmée et qu'elle sera rediffusée sur le site du Cévotech, le Centre d'études des évolutions des technologies quantiques, certainement dès demain matin. Mais voilà, sans plus tarder, je te laisse la parole pour 30-40 minutes de présentation avant qu'on puisse avoir un débat et une discussion autour de ce sujet. Merci encore d'avoir accepté de venir une deuxième fois nous parler de tes réflexions. Euh, oui, je te remercie en tout cas pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur ces lundis quantiques. Donc la dernière fois, j'avais discuté un peu des questions d'esthétique, des questions d'imaginaire liées à l'ordinateur quantique et comment il va être repris en fait dans la culture populaire. Et ça, c'est des questions en fait qui m'intéressent, mais plus en parallèle de ma thèse. Il y a des questions aussi un peu sur les imaginaires aussi dans ma thèse, mais ici, ma thèse elle s'intéresse particulièrement aux enjeux éthiques liés à l'ordinateur quantique et liés aux enjeux de régulation. Et il y a aussi une petite partie qui va être liée aux enjeux juridiques notamment. Et dans cette présentation, vous aurez un peu un aperçu du problème en fait que j'essaie de résoudre dans ma thèse et la difficulté justement d'appréhender, de réguler une technologie qui est encore à ses débuts et qui n'est pas encore tout à fait complète, tout à fait opérationnelle. Alors, je vais pas m'attarder sur la dimension un peu technique de l'ordinateur quantique. J'en avais déjà parlé, et puis je pense que dans ce séminaire, ça a déjà été abordé aussi. Mais on peut souligner quelques caractéristiques sociales, on va dire, de l'ordinateur quantique. Déjà, c'est une technologie qui est systémique, c'est-à-dire que elle a le potentiel pour avoir un impact sur l'ensemble de la société et pas un seul secteur. En fait, il n'y a pas beaucoup de domaines qui ne seront pas affectés par l'ordinateur quantique. Ça ne va pas concerner une seule industrie, un seul domaine, etc. Ensuite, il y a la dimension géopolitique et internationale de l'ordinateur quantique.
avec des questions de souveraineté qui ont été abordées la semaine dernière notamment. Et parce que cette technologie, bah, elle pose des questions militaires, de cybersécurité. C'est un peu qui sera le premier à posséder cette technologie pour avoir un avantage sur ses concurrents. Et bon, c'est particulièrement le cas entre les États-Unis et la Chine, mais aussi l'Europe qui essaie de se positionner là-dessus, qui ne veut plus dépendre des États-Unis et dépendre en particulier des grandes entreprises comme Amazon, Google, etc., et qui veut développer sa propre stratégie quantique. On a le Quantum Act en 2026 qui est en cours d'élaboration. Et donc, elle veut participer aussi à cette nouvelle révolution technologique. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect le plus important en fait dans cette présentation, c'est l'aspect émergent. C'est-à-dire qu'il y a un aspect temporel et il y a encore un certain nombre d'incertitudes qui entourent cette technologie, des incertitudes techniques et qui fait que aussi cette technologie est toujours en cours de développement. Et je vais m'attarder un peu là-dessus, euh, sur la définition de ce qu'est une technologie émergente. Donc ça correspond à un nouveau concept technologique qui n'a pas été encore proposé auparavant. Et c'est une technologie qui peut être encore dans les laboratoires, en développement, incomplète, avec des applications qui restent encore embryonnaires, des usages qui ne sont pas répandus dans la société, les industries, les organisations, etc., qui n'est pas dans les habitudes. Une utilisation encore naissante, et aussi avec une évolution qui est quand même très rapide, avec des nouvelles avancées en fait technologiques très régulières, avec un paysage du domaine qui va changer constamment comme ça. Et tout ça, bah, ça correspond bien à la situation actuelle de l'ordinateur quantique. Et en fait, tous ces éléments d'un point de vue à la fois éthique et juridique, ben, en fait, ça va rendre difficile l'évaluation, le fait à la fois que ça soit incomplet et aussi que le domaine va changer, va être mouvant comme ça. Et en fait, on dispose que de données spéculatives sur ce à quoi pourrait ressembler la technologie dans l'avenir, sur ses impacts dans la société. On va manquer d'informations. Et à ce propos, ben justement, il y a un certain nombre de risques et d'impacts potentiels, possibles, ont été identifiés dans la littérature. On peut citer en fait les problèmes d'accès et d'équité. Comme la technologie est coûteuse, est coûteuse et complexe, il peut y avoir une fracture entre ceux qui la possèdent et ceux qui ne la possèdent pas, avec un monopole. Et c'est ce qui est appelé en fait dans la littérature le quantum divide. Alors, les questions de cybersécurité, elles sont très connues, c'est-à-dire qu'avec un algorithme particulier, l'ordinateur quantique serait capable de mettre en danger les systèmes de cryptographie qu'on a actuellement sur Internet. Donc, il y aurait un problème danger pour nos données et aussi une déstabilisation du réseau actuel. Il y a aussi des questions liées à la vérifiabilité et à la transparence, parce que c'est une technologie complexe, donc il faut des experts, vraiment une expertise poussée pour comprendre et vérifier les résultats produits par l'ordinateur quantique. Donc il y a vraiment des questions de confiance dans ces experts. Il y a des questions liées à l'éducation, à la communication. Pareil, comme c'est une technologie qui est difficile à comprendre, complexe, eh bien, la société civile ne peut pas prendre part au débat
si elle ne comprend pas les enjeux qui entourent cette technologie, ses applications, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, etc. Et ça peut alimenter aussi de la peur, des méfiances, des théories complotistes aussi. Et enfin, on a des questions de simulation, c'est-à-dire que l'ordinateur quantique serait potentiellement capable de simuler certaines molécules. Donc il y aurait des questions liées à la simulation du vivant. Donc voilà un peu certains enjeux, les risques et impacts qui sont liés à l'ordinateur quantique, mais tous ces, euh, tous ces enjeux en fait ne sont que des anticipations, c'est-à-dire que ça constitue pas de réelles menaces dans le présent, ce sont des possibilités qui ne se sont pas encore matérialisées, et en fait il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent apparaître, des problèmes auxquels on n'aura pas du tout pensé, qu'on n'aura pas prévu, qui peuvent apparaître tout au long de l'évolution de l'ordinateur quantique. Et ça, c'est aussi un des problèmes pour la régulation, parce que on est un peu, on est un peu dans l'incertitude. Et c'est justement, oui, c'est un des problèmes auxquels auxquels on se retrouve devant ce type de technologie, c'est-à-dire qu'il y a une forte incertitude, c'est-à-dire que moins la technologie est développée, plus son avenir va être incertain. Et on manque justement d'informations précises et détaillées pour pouvoir élaborer des régulations appropriées. Mais lorsque la technologie est pleinement développée, il devient difficile en fait de la modifier. Sa trajectoire technologique, elle est verrouillée, elle est figée dans la société. Donc en fait, tout ça, c'est un problème de contrôle, c'est-à-dire comment on contrôle nos technologies, comment contrôler leur trajectoire et comment éviter certaines conséquences indésirables. Et alors, ce dilemme entre justement un manque d'information quand la technologie n'est pas tellement développée et un manque de contrôle quand la technologie arrive en société, il a été mis en avant pour la première fois dans ce livre qui est juste ici, The Social Control of Technology par David Collingridge. Donc dans ce livre, l'auteur, il l'appelle d'abord The Dilemma of Control, et puis après, il est maintenant connu sous le nom de Dilemme de Collingridge, d'après l'auteur. Alors, dans ce livre, il commence par nous dire que nos capacités techniques dépassent notre compréhension des interactions entre les technologies et la société, notre compréhension des impacts des technologies sur la société. Parce qu'on est doué pour atteindre des objectifs technologiques, comme aller sur la Lune, où on va être sûrement capable de produire un ordinateur quantique universel. Mais lorsqu'il s'agit d'objectifs sociétaux, eh bien, comme réduire les inégalités, le changement climatique, etc., bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, parce que les technologies vont parfois maintenir le status quo, aggraver ces problèmes, etc. Donc et en fait, on en revient toujours à cette difficulté en fait de compréhension des interactions entre les technologies et la société. Il y a un fossé entre notre puissance technologique et notre compréhension de la manière dont elles vont affecter nos sociétés. Et donc, c'est particulièrement le cas pour les technologies émergentes, puisqu'il est difficile de prédire ces interactions-là. Ces interactions qu'on a qu'elles vont avoir avec la société, leurs impacts, etc. Alors pour David Collingridge, pour lui c'est pas possible, c'est trop complexe en fait de prédire comme la place que prendra une technologie dans la société, parce qu'en fait il y a trop de facteurs. Prédire les interactions sociales d'une technologie sur une longue période de temps avec la société, ben il y a trop de variables en jeu. Et alors, il prend l'exemple des voitures. Moi, j'avais mis la photo de la voiture.
À ses débuts, en 1908, en fait, la Commission royale britannique avait pensé que le problème le plus grave lié à cette nouvelle technologie, ça serait en fait la poussière soulevée sur les routes de terre par les voitures. Donc ça peut vous paraître assez incongru et amusant de notre perspective. Mais à l'époque, c'était vraiment considéré comme un problème sérieux, puisque la poussière peut réduire la visibilité, ça peut nuire à la sécurité sur les routes, et ça peut avoir aussi un impact sur la santé des personnes en fait qui vivent à côté de de ces routes de terre. Et alors, il y a un certain nombre de contrôles et de régulations qui ont été mises en place pour pouvoir faire face à ce problème-là. Et, mais par contre, tous les impacts sociaux qu'on connaît actuellement de la voiture, tout ça n'avait pas été prévu. Et le problème, c'est que si on veut proposer des régulations informées, on doit connaître un peu les conséquences, un peu d'une manière un peu précise de la technologie. Sinon, on va réguler un peu à l'aveugle. En fait, on ne peut pas justifier des mécanismes de contrôle basés sur rien du tout. Mais alors, quand la technologie est pleinement développée, eh bien, on va avoir la société, les industries, les organisations, etc., qui vont développer des habitudes autour de cette nouvelle technologie, qui vont l'intégrer à leur process, qui vont bâtir enfin, des organisations qui vont s'organiser autour de cette technologie. Et pour en revenir à l'exemple de la voiture, eh bien, l'organisation territoriale, le système de transport, l'industrie du carburant, tout ça, ça va se construire autour de cette technologie de la voiture. Et en fait, pour faire un seul changement, il va falloir modifier toute la structure qui a été bâtie en fait autour de cette technologie émergente. Et c'est pour ça que en fait, là j'avais mis cette citation. When the need for change is apparent, change has become expensive, difficult and time consuming. Et lui, il va appeler ça en fait entrenchment, l'enracinement d'une technologie quand elle est vraiment enracinée dans la société. Donc ça, c'est un peu les deux pendants du dilemme. On a des très grandes incertitudes en amont et on va avoir un enracinement en aval. Et on est toujours un peu bloqué entre ces deux pôles. Alors, il y a certaines méthodes et théories qui vont un peu à l'encontre de ça, en disant que on peut avoir des connaissances quand même, on peut quand même disposer de connaissances suffisantes en avance pour pouvoir réguler. Et c'est ce que fait le champ en fait du technology assessment. Donc, il s'agit d'un domaine de recherche interdisciplinaire qui tente de comprendre les interactions entre science et technologie pour éclairer justement les décisions des experts, des régulateurs, des décideurs politiques, et en leur fournissant justement des informations pertinentes. Et c'est un champ de recherche qui est très pratique, qui est axé sur la résolution de problèmes concrets. Et, euh, et ça va au-delà justement de la théorie, puisqu'il s'agit vraiment d'avoir un impact sur la société. Et il y a un aspect vraiment prospectif, puisqu'on va utiliser des méthodes telles que l'élaboration de scénarios, la surveillance technologique, l'analyse d'impact, les panels participatifs avec des différentes parties prenantes, des experts, etc. Et l'objectif, en fait, il est d'être prêt face aux conséquences inattendues d'une technologie en développement. Et en fait, comme l'a dit l'auteur et le philosophe Armin Grunwald, c'est-à-dire de fournir des connaissances pour l'action. Et aussi, un des objectifs de ce champ, c'est aussi d'améliorer la réflexivité de la société à l'égard de ces technologies. D'offrir un espace en fait de réflexion sur leur développement et de réfléchir à quelle société on veut construire avec ces technologies, quel modèle de société, etc.
Et il s'agit d'alimenter le débat public sur ces technologies en impliquant différents acteurs de la société civile. Et ça a donc forcément aussi également une volonté démocratique, puisqu'il s'agit d'informer la société sur ces technologies et de lui permettre de prendre part au débat sur l'avènement de ces technologies. Et alors, cet outil il a été développé en fait au cours du XXe siècle parce que il y avait des préoccupations de plus en plus grandes et des technologies qui prenaient de plus en plus de place dans tous les aspects de la vie quotidienne, si on pense aux technologies numériques notamment, et puis avec des conséquences de plus en plus négatives des technologies au cours du XXe siècle, avec les effets sur la santé, la crise climatique, la perte de biodiversité, etc. Et donc, on avait un optimisme envers les technologies qui était de moins en moins évident. Et alors, la première tentative d'institutionnalisation du Technology Assessment, ça a été The Office of Technology Assessment en 1972, que vous avez ici en photo. Et il a été créé au sein du Congrès américain. Et l'objectif était de fournir au Congrès des conseils scientifiques et afin de prendre meilleures décisions, de décisions plus informées sur les impacts des technologies. Et il s'agissait de leur fournir des connaissances nécessaires à la réglementation de ces technologies. Alors, je vais faire un petit passage par le droit, mais parce qu'en fait, ce qui s'en rapproche le plus de l'outil du Technology Assessment, c'est ce qu'on a, les études d'impact en droit, qui servent, en fait, dans le cadre d'un projet de loi pour guider les décisions en matière de législation. Et donc, ça a pour but de faire apparaître les conséquences et effets possibles d'un projet de loi, notamment sur les organisations, les administrations, mais aussi la société et l'environnement. On va produire comme ça une analyse d'impact, mais ça va porter que sur la loi elle-même et pas sur une technologie particulière. Et pour ça, le droit va être un peu dépendant d'autres disciplines qui vont lui apporter les connaissances et l'évaluation pour pouvoir proposer un projet de loi ensuite, et notamment des outils comme celui du Technology Assessment. Et alors, si on en revient à notre problème et à notre dilemme, c'est que l'évaluation repose avant tout sur un problème de connaissance. C'est-à-dire qu'une bonne évaluation d'un objet dépend des connaissances qu'on a sur cet objet, sur l'objet de notre attention. Mais alors, il ne s'agit pas de récolter n'importe quelle connaissance. C'est-à-dire qu'il y a différentes informations qu'on peut obtenir d'un objet, différentes caractéristiques, et on doit le cadrer de bonne manière pour servir notre objectif. En l'occurrence, notre objectif, ça va être la régulation. Et c'est cet objectif final qu'on doit garder à l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon titre qu'il s'agissait d'un problème épistémologique, puisque c'est lié à cette science qui est l'épistémologie, qui est une théorie de la science, ou appelée aussi théorie de la connaissance, c'est-à-dire que c'est une science qui va s'intéresser à la manière dont la connaissance est produite, est structurée, avec quelle méthode, quel processus, etc. Et ça va se concentrer aussi sur la définition de la science, sur les méthodes utilisées en science, et qui va chercher aussi à distinguer ce qui fait partie de la science et ce qui n'en fait pas partie. Et en fait, les objets de la science vont être façonnés par la méthodologie, les moyens, les outils qu'on va utiliser pour en extraire des connaissances. Et donc, la manière dont on caractérise ces objets, ça va être très importante. Et comme l'ordinateur quantique, on peut utiliser pour définir des caractéristiques techniques, mais on peut aussi utiliser des caractéristiques politiques, économiques, sociales, etc. Et ça va définir la manière dont on va le traiter, les caractéristiques qu'on va utiliser.
Et alors, c'est pour ça qu'il nous faudrait, pour comprendre un peu ce développement de la technologie et cette technologie en train d'émerger, en fait, pour comprendre ce processus et ce développement de la technologie à ses débuts, on a besoin d'outils et de méthodologies qui s'intéressent à ça, justement, et pour comprendre les interactions entre elles et la société. Et alors, le premier outil général qu'on peut utiliser, c'est une théorie sociale qui s'appelle le constructivisme et qui va en fait, qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle les objets du monde ont une essence prédéterminée. Et ça va considérer que les objets, les phénomènes sont façonnés et résultent en fait de différents facteurs et circonstances locales et contingentes, en particulier de facteurs sociaux. Et alors, cette approche, elle a été transférée et adaptée en fait dans le contexte technologique, dans ce qu'on a appelé les Science and Technology Studies. Donc là, vous avez un ouvrage très important de ce courant des Science and Technology Studies. Et en fait, au sein de ce courant, bah, les technologies sont considérées comme construites techniquement, mais aussi construites socialement. Et il y a une intrication de la société et de la technologie avec différents facteurs politiques, économiques, sociaux qui vont avoir une incidence sur la trajectoire technologique que va être prise par l'objet technique et sur l'objet final en fait. Et tout ça, ça va à l'encontre d'une vision déterministe et ça souligne en fait l'importance en fait de tous les choix d'innovation, les choix techniques, sociaux, politiques qui vont être pris tout au long tout au long de l'évolution de la technologie et l'évolution de cette technologie ne va plus être vue comme une fatalité. Et alors, je vais prendre un exemple justement qui provient de l'ordinateur quantique lui-même. C'est-à-dire que dans un article qui est qui a été publié récemment, c'est-à-dire il y a cette idée qui a été mise en avant selon laquelle on va mieux accepter une innovation qui nous est familière. Et ça va être le cas pour l'ordinateur quantique puisque en fait il va s'appeler ordinateur. Et ça, le fait qu'il s'appelle ordinateur, bah, ça va être plus facile pour nous à accepter parce que ça fait référence à quelque chose qu'on connaît déjà et avec l'idée qu'il ait des capacités similaires mais qui soient en même temps plus avancées, etc. Et tout ça, cette familiarité, bah, ça va créer de l'engouement, de l'attention et aussi à la fin peut-être des investissements, etc. Et ça va avoir forcément, s'il y a plus d'investissement, plus d'attention, et ben ça va avoir un impact sur la trajectoire que va prendre cette technologie. Et parce on va mettre plus d'efforts pour le matérialiser, il va y avoir plus d'acteurs impliqués, etc. Et alors que cette attention va peut-être être moindre pour d'autres technologies, je pense aux capteurs quantiques, qui n'ont pas ce facteur de familiarité, qui n'ont pas moins cette résonance sociale. Et alors, et là, en fait, on voit que c'est un facteur vraiment social qui entre en jeu dans l'évolution d'une technologie, c'est-à-dire la façon dont une société perçoit en fait une nouvelle technologie va être déterminée par la représentation sociale des technologies antérieures. Par les expériences qu'on a des technologies antérieures, ça va déterminer la manière dont on se représente celles qui viennent. Et donc, ces Science and Technology Studies constituent donc un outil efficace pour comprendre le développement d'une technologie, pour comprendre comment elle est construite, avec quels facteurs. Mais alors, l'objectif n'est pas d'agir sur elle, il s'agit en fait de révéler un processus d'évolution, de suivre comment un objet technologique est fabriqué,
avec quel type d'acteurs, de dynamique, d'interaction sociale, d'identifier les modèles technologiques qui sont impliqués dans le développement, mais ça va rester à un niveau en fait descriptif, empirique. C'est-à-dire que ces connaissances qui sont extraites ne sont pas destinées spécifiquement en fait aux décideurs politiques ou à qui que ce soit d'autre. Il n'y a pas en fait de critique, non plus de critique des modèles et des valeurs impliquées, donc pas d'objectif de régulation à l'esprit lorsque ces connaissances sont extraites, et non plus de tentative de programme pratique pour traiter la technologie en question. Mais le problème, c'est que si on veut en fait établir une éthique de l'ordinateur quantique, une régulation de l'ordinateur quantique, on doit qualifier un peu cette évolution, en tout cas la désirabilité de cette évolution, parce que sinon, il faut rendre compte de la signification de cette technologie pour la société. Parce que si on, en fait, si on, le jugement sur la désirabilité de la technologie, ben, ça va déterminer ce qu'on veut atteindre avec la régulation, la stratégie qu'on emploie, son objectif final, son résultat, etc. Et alors, il y a une autre critique qui a été formulée aussi sur les Science and Technology Studies. Elle a été formulée par le philosophe Alfred Norman, où il affirme qu'en fait, ces Science and Technology Studies vont trop se concentrer sur le laboratoire, qui serait en fait le lieu privilégié de façonnement d'une technologie. Et pour lui, une importance excessive a été accordée aux décisions des scientifiques. Et il ne faut pas tenir compte seulement de l'aspect scientifique, mais aussi analyser l'aspect économique, politique, etc. Et en particulier dans le contexte de mutation de la science, puisque à l'ère de la technoscience, on est dans l'ère de la technoscience telle qu'elle a été définie par la philosophe Bernadette Bensaud-Vincent, c'est-à-dire que la technoscience, ça correspond à cette mutation entre science et technique, mais c'est aussi également lié au fait que la science va dépendre de plus en plus du marché et il va y avoir une porosité de plus en plus grande entre la science et le marché, une influence mutuelle. Et dans ce contexte, en fait, l'observation du laboratoire ne suffit pas. Il faut se concentrer sur de nouveaux lieux d'investigation, et notamment liés au marché, parce que au moment, en fait, où l'objet technologique il est prêt à être mis en application dans la société, ben, en fait, ça va pas être les scientifiques qui vont faire le lien entre l'objet et l'utilisateur, mais ça va être les designers, les entrepreneurs, les investisseurs, les industriels, etc. Et ce sont eux qui vont façonner l'objet dans le but de l'adapter au marché pour répondre justement à des besoins économiques. Et ce monde véhicule avec lui de nombreuses valeurs, des imaginaires qui vont se transférer dans l'objet technique lui-même. Et en fait, le nouvel objet sera conçu en fait afin de répondre aux besoins industriels et aux besoins du marché. Et en fait, la construction sociale de la technologie va être influencée par tout ça, par ces valeurs, ces imaginaires, par ce monde particulier. Et en fait, c'est pas seulement le monde scientifique qui va le façonner, mais il y a tout un tas de différentes étapes comme ça. Et l'étape commerciale, économique va être aussi très importante. Et c'est pour ça que quand on veut évaluer une technologie qui entre en société, il faut aussi prendre en compte cette étape. Parce que aussi les applications qui vont être données à l'objet technique, c'est aussi les applications de ce milieu-là. C'est ce milieu-là qui va lui donner des applications industrielles, des applications commerciales, etc. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et pour conclure,
Donc on a donc discuté des difficultés liées à la réglementation d'une technologie émergente qui est l'ordinateur quantique. Donc on a parlé du dilemme de Collingridge, c'est-à-dire le dilemme de Collingridge, euh, quand la technologie est en cours de développement, eh bien, la technologie est incomplète. On va avoir sur elle, sur ses impacts futurs dans la société, on va avoir que de la prospective, des données spéculatives, des anticipations, etc. Donc, on a des connaissances qui vont être lacunaires. Mais alors, quand elle est mise en œuvre, eh bien, elle va être figée, sa trajectoire technologique va moins bouger, elle va être inscrite dans les habitudes, les organisations, etc. Et c'est là où ça va être peut-être plus difficile de la modifier parce que, eh bien, il va falloir faire des changements très importants dans la structure et voilà, ça va rendre plus difficile euh, la régulation. Et tout ça, en particulier, le premier aspect du dilemme, c'est un problème, je l'ai qualifié de problème épistémologique, c'est-à-dire un problème de connaissance sur l'objet de notre attention. Et donc, on doit donc extraire une connaissance particulière, ciblée, extraire des connaissances appropriées, pertinentes pour servir notre but, qui va être celui de réguler la technologie afin d'aider justement les décideurs et les éthiciens, les juristes, etc. Et pour tout ça, on avait mis en avant en fait la théorie des Science and Technology Studies, parce qu'on a besoin, comme c'est un problème de connaissance, on a besoin d'une théorie qui nous aide à comprendre le processus de développement d'une technologie en formation, en développement. Et ça, ça fait longtemps que la théorie des STS s'intéresse particulièrement à ça. Je pense à Bruno Latour, etc. Ça nous permet de comprendre les facteurs impliqués dans la construction, dans le façonnement d'une technologie. Mais alors, ce courant, il reste un peu au niveau descriptif, empirique, c'est-à-dire que c'est pas des connaissances qui ont un but pratique, euh, et c'est pas destiné à la régulation, donc il faudrait faire le lien. Et elles sont également trop centrées sur le laboratoire comme lieu privilégié en fait de conception et de façonnement de la technologie. Voilà un peu les pistes à explorer pour l'éthique et la régulation de l'ordinateur quantique. Donc, établir à la fois un lien entre la dimension descriptive et empirique des Science and Technology Studies et un objectif plus pratique et normatif, et s'intéresser davantage à la phase où l'objet est transformé en un produit commercial destiné au marché, parce que c'est vraiment là que se fait en fait le contact avec la société, que cette technologie va vraiment passer dans la main des industries, des utilisateurs, etc. Et voilà, j'en terminerai là-dessus. Excellent, merci beaucoup Arnaud pour, euh, pour ces éléments vraiment, vraiment très intéressants. Oui, tu peux effectivement peut-être départager, peut-être Ouais. si on revient dessus pour qu'on puisse voir tous les intervenants qui souhaiteraient éventuellement parler. Donc merci encore pour ces éléments qui, je trouve, clarifient beaucoup la situation et puis nous donnent des pistes de réflexion. Peut-être avant de donner la parole à la salle, on est une dizaine aujourd'hui, je me posais une question pour peut-être rebondir directement sur ta conclusion qui est finalement la question du changement des facteurs impliqués dans la construction de la technologie. C'est-à-dire comment on envisage dans le modèle que tu proposes, de mode de réflexion que tu proposes, le changement de positionnement social d'une technologie. Illustration, les technologies quantiques, leur développement est essentiellement favorisé pour l'instant sous l'angle militaire. En tout cas, en France, l'ordinateur quantique, il fait l'objet de réflexions et de stratégies qui sont surtout militaires, même si d'emblée, il y a une dimension civile et commerciale hein, qui est prévue. Mais c'est vrai que
d'abord, on cherche à développer des capacités militaires qu'on va ensuite, ou peut-être simultanément, mais quand même un peu ensuite, chercher à rentabiliser en développant des versions commercialisables de ces technologies. Et d'ailleurs, en construisant, et ça renvoie à ce que tu avais aussi évoqué lors de ta précédente conférence, finalement en construisant un fantasme et en construisant des visions, des représentations de ces technologies qui peuvent éventuellement permettre de mieux les vendre ensuite. Bon, là, on est dans de l'analyse un peu plus politique, mais toujours est-il qu'on a quand même un lieu de la construction de la technologie qui est fondamentalement militaire et un autre lieu qui est plutôt civil, le monde de la tech, de l'entrepreneuriat, etc. Donc finalement, on est dans une situation un peu en mouvement. Donc il y a plusieurs lieux de fabrication de ces technologies. Ouais. Est-ce que ce sujet-là, il peut être intégré dans ce modèle de réflexion? Ah bah oui, tout à fait, exactement. Bah, après, le problème de l'aspect militaire, c'est qu'on a une difficulté d'accès aux données et justement à ce qui se passe en fait dans ce lieu en particulier. Mais après, il y a un effet de vase communicant aussi entre ces différents lieux. Et j'avais parlé bah, d'un article où il parlait justement du concept de familiarité sur la technologie. Mais cet article, ça a été écrit par un militaire à la base, et il parle justement du phénomène de hype, c'est-à-dire que en fait le milieu de la sécurité nationale va être aussi, comment dire, va être aussi sensible au phénomène de hype. Et en fait, il va aussi lui-même être pris dans ce phénomène de hype qui va être dans la société civile, mais il va aussi, c'est-à-dire bah, mettre des investissements, mettre des programmes en place liés à ce phénomène de hype. Et donc, bah, il y a des effets qui se font en fait entre ces différents milieux et avec bah, des facteurs sociaux. Donc là, on parle par exemple du phénomène de hype qui est bah, une grande attention dans les médias, bah, oui, dans la presse, les investisseurs, etc. Et le domaine militaire bah, va embrayer là-dessus aussi d'une certaine manière. Donc, on peut travailler là-dessus de cette manière aussi, je pense, en essayant d'avoir peut-être une vision un peu plus globale de quels sont les différents facteurs à l'œuvre, en tout cas dans le façonnement d'une technologie, puisque le domaine militaire ne va peut-être pas être si différent, en tout cas dans ses modes d'action, peut-être que les autres. Mais voilà. D'accord. Ok, merci pour cette explication. Et ben, c'est le moment de laisser la parole au public. Je vois que Maxime lève la main. Je t'en prie, Maxime. Bonjour, merci. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Vous avez parlé à un moment d'analyse d'impact, donc le lien avec le droit et la façon de légiférer. Les analyses d'impact aussi, ça existe de manière un peu sectorielle, en protection des données, en intelligence artificielle, en matière de droit de l'environnement. Est-ce que c'est précédent, en quelque sorte, en matière de comment analyser l'impact de quelque chose qui se développe? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce que finalement vous vous intéressez aussi aux limites de cette façon de procéder dans d'autres secteurs pour faire face à d'autres risques? Mm. Alors pas forcément dans d'autres secteurs. Bon, moi j'ai étudié d'autres technologies, mais moi c'est justement j'essaie de faire le lien un peu entre parfois ces analyses d'impact bah, qui vont être parfois des outils bah, très intéressants, qui vont être normatifs, etc., mais qui manquent peut-être parfois un peu d'analyse contextuelle en profondeur. Et c'est pour ça que je parlais des Science et Technology Studies qui vont étudier la technologie en profondeur, son développement, les acteurs impliqués, etc. Mais qui, elles, pour le coup, ne vont pas avoir de côté pratique et normatif et mise en action. Donc en fait, d'un côté, on a plutôt l'aspect mise en action
Et de l'autre côté, on va avoir un aspect un peu trop théorique, académique, etc. Et moi, j'aimerais bien faire le lien entre les deux parce que bah, parfois, dans les analyses d'impact, on va avoir peut-être parfois des approches un peu trop génériques. C'est-à-dire qu'on va prendre une approche et puis on va l'adapter à toutes les technologies émergentes qui vont apparaître. Mais et ça manque un peu peut-être la spécificité de ces technologies, la spécificité technique des applications, mais aussi contextuelle, de quel milieu elles sortent. On parlait de l'aspect militaire, tu vois, ça va pas être le cas pour d'autres technologies, etc. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois, il y a Fabrice dans le chat qui demande si Arnaud, tu pourras nous donner les références que tu as citées. Effectivement, peut-être qu'on peut partager ton PowerPoint à celles et ceux Ouais, qui sont intéressés. ok. Pour faire simple, celles et ceux qui sont intéressés par le PowerPoint d'Arnaud peuvent envoyer un mail à l'adresse du Cevotech et puis je ferai le lien si ça te convient. Après, il y a quelques références, je crois que j'ai citées à l'oral, mais qui sont pas dans le PowerPoint. Peut-être que je pourrais rajouter. D'accord, je peux aussi vous mettre en lien, Fabrice et Arnaud, au cas où il y a des références spécifiques. Moi, j'en ai noté plusieurs aussi, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éléments de discussion? Alors, excusez-moi Lionel, j'avais Vas-y. moi une question plutôt sur l'impact que ça pourrait avoir sur la recherche. Vous l'avez dit, hein, tout ce qui touche au quantique, c'est plus ou moins sensible et ça a des applications militaires. Et si, n'importe qui a travaillé dessus et qui a essayé de déposer un brevet, c'est que ça fait l'objet d'une scrutation particulièrement intensive avant de passer l'étape suivante. Donc, on a deux solutions, soit publier en amont, et dans ce cas-là, on rend caduque le brevet, ou alors essayer de passer quand même en force, c'est-à-dire sans notifier que ça pourrait avoir une application militaire. Donc, plus globalement, est-ce que vous avez déjà vu un impact sur la recherche et les effets que ça pourrait avoir sur les publications ou non de certains résultats, sachant que, encore une fois, dès l'instant où ça touche à la quantique, ça a une application militaire de près ou de loin. Mhm. Les questions militaires, je ne saurais pas exactement en parler en profondeur, mais en tout cas, je sais que les questions ce que je parlais tout à l'heure, des effets de hype, etc., il y a un papier qui a été écrit là-dessus, justement, où je ne sais plus le nom de la chercheuse qui a écrit ça, mais en tout cas, ça mettait en avant que les chercheurs eux-mêmes vont mettre en avant, c'est-à-dire un potentiel énorme des technologies quantiques, alors même qu'ils savent pertinemment que c'est pas forcément tout à fait vrai, mais ils vont modifier un peu leur, leur proposition de bourse pour pouvoir obtenir justement ces financements, parce qu'ils savent qu'il y a un effet de hype à l'heure actuelle, et justement, ils vont embrayer sur cette hype aussi, quoi. Ok, donc pour vous, ce serait même plutôt positif du coup. Ça permet, en accent un petit peu ces recherches sur un côté plutôt militaire, de pouvoir bénéficier de subventions ou de financement. Ouais, mais ça va modifier un peu c'est-à-dire que ça va entraîner un peu des effets d'exagération. Ok, C'est-à-dire qu'on va enjoliver complètement les capacités de la technologie, ce qui peut être dangereux sur le long terme. C'est-à-dire, on a parlé de l'hiver de l'IA. Il pourrait y avoir aussi un hiver quantique. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand les promesses retombent et que, je ne sais pas si vous connaissez le cycle de Gartner, ouais. c'est-à-dire que, au bout d'un moment, si les promesses ne sont pas remplies, eh bien, en fait, tout retombe, les investissements, les médias, la hype, tout ça. Donc, voilà. Très bien, merci.
Peut-être pour finir, deux questions. Je vais lire celle de Fabrice dans le chat qui nous dit bonjour, dans une hypothèse constructive, a-t-on pu constater une approche différente des technologies quantiques en fonction du pays ou de la culture? Et puis ensuite, on peut laisser la parole à Fabrice Amougou, puisqu'il y a deux Fabrice, peut-être pour qu'il pose sa question. Et puis Arnaud, je te laisse répondre aux deux pour conclure. Ouais. Fabrice, vous Euh, voulez peut-être poser la question maintenant, comme ça. Oui, effectivement. Après, je pense elle va dans le même sens que celle du Fabrice Join. Effectivement, c'était une question au niveau des valeurs. Parce que nous sommes, dans le cas des technologies quantiques, nous sommes à la première étape du dilemme de Colin-Gray. Les effets et les impacts des technologies quantiques sont encore très incertains. Est-ce que les valeurs qui servent de prémisse à la conception ou à la construction des modèles quantiques ne peuvent pas servir de modèle pour envisager de possibles régularisations, la régulation future, surtout en fonction du contexte, du lieu. Une technologie quantique qui est développée au Rwanda ne pourrait peut-être pas avoir la même portée culturelle, bien la même vision, la même ambition qu'une technologie quantique qui est qui est fabriquée aux États-Unis. Ça. Merci. oui, question très intéressante parce que bon, moi je viens de l'anthropologie, donc ça m'intéresse aussi. Et la question des valeurs, bah, ma thèse est en cours de progression, donc c'est un chantier qui va évoluer, mais en tout cas la question des valeurs m'intéresse particulièrement. En tout cas, les valeurs des personnes qui vont développer la technologie. Et donc, je sors d'un terrain de recherche au Québec pendant plusieurs mois où j'essaie de voir en fait euh, avec les valeurs qui sont impliquées, comment ça peut avoir un impact sur le développement de la technologie. Après, sur d'autres contextes culturels, ça prendrait, je pense, un autre terrain de recherche, je pense. Et là, je vais faire une comparaison entre le contexte français et puis le contexte québécois pour voir un peu s'il y a des différences particulières. Mais en tout cas, les valeurs, ça va avoir un impact très important, en tout cas dans la construction d'une technologie, puisque bah, les valeurs, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est ce qui est désirable. Et donc, ça va définir un peu quel modèle technologique on veut donner à l'ordinateur quantique. Est-ce qu'on veut qui répondent à des besoins médicaux? Est-ce qu'on veut qui servent, je sais pas, pour les marchés financiers, etc. Il y a tout un tas de facteurs comme ça. Après, pour ce qui concerne les pays du Sud, j'avais lu un article aussi là-dessus sur le contexte brésilien, où justement ils avaient un peu un peu cette peur de l'ordinateur quantique, puisque justement il y aurait une fracture entre ces pays en Amérique du Sud un peu plus de mal à développer leur propre programme quantique, et il y aurait une menace en fait sur leurs données, et ils voulaient développer, je sais plus exactement le thème de l'article en profondeur, mais en tout cas un droit à la protection des données. Ils invoquaient ce genre de choses. Et, et c'est déjà des questions qui se posent, en tout cas pour l'ordinateur quantique, alors même que cette menace, on ne sait pas du tout si elle va se matérialiser, quoi. Hmm. Très bien, comme il reste quelques minutes, et il y a une dernière question dans le chat de Jonathan Lucas qui demande comment les paradigmes épistémologiques traditionnels doivent-ils être adaptés pour évaluer la fiabilité et la validité des résultats produits par les ordinateurs quantiques. Bon, il y a des... ta conférence donnait quelques réponses là-dessus. Oui, après, en ce qui concerne les résultats, c'est difficile à évaluer en termes de... Parce qu'on va avoir des résultats qui vont pas avoir ça va être des résultats probabilistes, etc. Donc, C'est la c'est... question de la prédiction aussi. On en revient à la question de la prédiction et de toutes les difficultés qu'il y a à, à prédire des résultats futurs. oui, Ah, du technologie elle-même.
j'avais fait justement le rapprochement sur le concept d'indétermination. C'était un travail qu'on avait à faire dans mes cours de doctorat à Sherbrooke. J'avais fait le rapprochement entre le concept d'indétermination en physique quantique et en prospective. Et c'est-à-dire qu'on a à chaque fois sur les deux des modèles probabilistes. Et la prospective, bah, c'est pareil, c'est-à-dire que on a une courbe, c'est que plus on avance dans le temps, plus l'incertitude va augmenter. Et après, l'incertitude en physique quantique, c'est pas la même, mais en tout cas, on est toujours un peu, on n'aura jamais des données, disons, complètement fiables, parce Mm. que, en tout cas, dans la prospective, eh bien, il y aura toujours un événement inattendu qui va pouvoir surgir et changer complètement la face du domaine. Très bien. Et bien voilà qui conclut notre lundi quantique. Merci beaucoup Arnaud de t'être livré pour la deuxième fois à l'exercice et d'avoir permis cette réflexion, d'avoir présenté d'abord les fruits de tes réflexions et puis d'avoir participé à une réflexion collective. Moi, ça m'apporte toujours beaucoup de réfléchir en dehors des questions strictement juridiques. Et même ce que tu as dit aujourd'hui me donne des références à aller voir pour essayer d'envisager comment on travaille en droit sur l'approche par les risques. Il y a un collègue qui travaille sur la question du droit, le droit du numérique, une approche par les risques. Et c'est une de mes pistes de travail dans les semaines, mois qui viennent. Et je pense que je vais pouvoir m'inspirer des références que tu as données, de cette première réflexion pour essayer de réfléchir aux limites systémiques en fait, d'une approche par les risques et justement de donner un cadre un peu théorique à ces limitations. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta conférence. Euh, Peut-être que je peux, pour finir, Lionel, peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, pas du tout. Je voulais juste vous remercier, c'était très intéressant. Excellent. Merci. Eh ben, merci à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous. Vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas. Le 6 octobre, donc dans 3 semaines, avec Adeline Moy qui va nous parler d'anticiper et encadrer la migration vers la cryptographie post-quantique, le droit outil stratégique de l'innovation. C'est une conférence qui va restituer le travail qu'elle a mené dans le cadre d'un mémoire de Master 2 consacré. Peut-être le premier consacré à ce sujet. Et puis le 20 octobre, 15 jours plus tard environ, lundi quantique avec Pierre Gentil sur les technologies quantiques et données personnelles, donc sous l'angle du droit. Et puis je vous donne le suivant également. Le 8 décembre, il y aura un petit saut dans le temps. On n'aura pas le lundi quantique en novembre, on en a eu deux chaque mois, mais on n'en aura pas en novembre parce que je ne suis pas disponible. Mais le 8 décembre, on se retrouvera à 14h30 avec Hans Josselin, qui est professeur à l'Université Bourgogne-Europe de physique quantique et qui nous parlera des photons, la lumière quantique de Planck et Einstein aux technologies quantiques. Donc là, ce sera l'occasion de revenir sur la physique quantique, mais sous l'angle des photons. Voilà. Merci à toutes et tous encore. Et puis, bah, écoutez, rendez-vous le 6 octobre et à très Merci. bientôt.